Octobre 2025, dans le désert de Tindibin, deux chiffres bousculent tout en tout. 48 heures d'opération et moins de 20 hommes perdus. Face à des décennies d'interventions étrangères lentes, coûteuses et souvent infructueuses, l'alliance conduite par Ibrahim Traoré impose une vitesse et une précision qui démentent tous les pronostics. Alors pourquoi ce basculement si brutal ? Et qu'est-ce qu'il change pour vous, pour le Sahel et pour la manière dont le monde regarde désormais Ibrahim Traoré ? Un tournant silencieux, mais assez puissant pour redessiner durablement le destin du Burkina Faso et du reste du Sahel. Ce qui s'est joué à Tindibin dépasse largement l'image d'une victoire militaire isolée. En réalité, l'Alliance du Sahel a révélé un principe simple mais déterminant. Lorsqu'une région pense et agit avec ses propres moyens, elle peut redéfinir ses priorités et sa souveraineté. C'est la promesse centrale de cette histoire. Une promesse claire. Comprendre comment une stratégie qui mise sur l'autonomie peut transformer durablement l'équilibre du Sahel, tant sur le terrain que dans la perception internationale. La capacité de 3 nations à maintenir une coordination sans dépendre de partenaires extérieurs, la solidité d'un réseau tactique conçu localement et la possibilité de préserver cette dynamique face aux pressions économiques et diplomatiques. Et si la clé de cette stabilité inattendue se trouvait dans une série de décisions discrètes, prises loin des caméras, mais capables de remodeler toute une région, voilà le fil conducteur que nous allons suivre. En moins de 48 heures, 3 pays du Sahel ont synchronisé leurs systèmes militaires et logistiques. Un délai que même certains partenaires étrangers n'avaient jamais atteint. La seconde est tout aussi décisive. Moins de 20 pertes humaines au cœur d'une opération désertique, là où les coalitions internationales affichaient des ratios 6 fois plus élevés. C'est dans ce contraste que commence réellement l'histoire. À Tindibin, en octobre 2025, l'Alliance du Sahel n'a pas seulement remporté une bataille, elle a inauguré une nouvelle manière de concevoir la défense africaine. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les stratégies classiques, dépendantes d'assistance extérieure, de structures lourdes et de délais interminables, ont été remplacées par une logique d'autonomie, de mobilité et de réactivité locale. Là où l'on attendait un soutien international, une architecture endogène a pris forme, soutenue par un réseau numérique conçu sur place, avec des technologies artisanales reconfigurées pour fonctionner dans l'un des terrains les plus hostiles du continent. Ce tournant n'était pas improvisé. Pendant plusieurs mois, les ingénieurs, officiers et autorités locales avaient discrètement consolidé un système de communication autrefois fragile. Ce qui n'était qu'une mosaïque de solutions dispersées est devenu, grâce à la coordination régionale, une infrastructure tactique cohérente. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont partagé non seulement des informations, mais une véritable vision commune du terrain. Drones locaux, satellites régionaux, alertes transmises en moins de 10 secondes, cartes actualisées en continu. La mécanique stratégique, longtemps bloquée par la dépendance, s'est débloquée d'un coup. Voilà le point de départ d'une transformation plus vaste que la bataille elle-même. Au cœur de cette mécanique nouvelle, une figure s'impose comme le fil conducteur, Ibrahim Traoré. Non pas comme un chef de guerre cherchant à imposer une domination, mais comme un bâtisseur convaincu que la souveraineté ne peut exister que si elle repose sur des infrastructures pensées et maîtrisées localement. Son rôle dépasse la stratégie militaire. Il crée un cadre où chaque décision, chaque innovation et chaque geste tactique s'inscrivent dans un projet régional cohérent. 2 scènes courtes permettent de saisir l'ampleur de ce changement. Des équipes mixtes d'ingénieurs et d'officiers redessinent un réseau numérique artisanal, assemblant capteurs locaux, drones robustes et relais improvisés pour former une chaîne de communication continue. Une solution née de la contrainte, mais capable de rivaliser avec des systèmes bien plus coûteux. La seconde se situe dans les premières heures de l'intervention. 3 centres de renseignement interconnectés traitent simultanément un afflux massif de données,
permettant d'anticiper les mouvements ennemis avant même leur exécution. La réactivité, autrefois limitée par le manque de moyens, devient un avantage décisif. La transformation n'a pas jailli d'un geste héroïque, mais d'une somme de décisions discrètes, coordonnées et alignées sur une vision commune. Ibrahim Traoré agit comme un guide, unifiant les dynamiques locales, pour que l'Alliance puisse se projeter avec une efficacité nouvelle. Que révèle vraiment ce changement rapide? Tout commence bien avant les premiers tirs dans le désert de Tindy Ibn. Pendant des mois, un travail silencieux s'accumule. Reconfiguration tactique, intégration des technologies artisanales, formation des équipes mixtes, consolidation de réseaux dispersés. Cette phase de préparation devient le véritable déclencheur de la bascule stratégique. Ibrahim Traoré impose alors un principe clair. La défense ne peut réussir que si elle se construit d'abord de l'intérieur, avec les ressources du Sahel et la coordination de ces trois nations. Tout bascule lorsque le système de communication régional, longtemps fragile, s'assemble enfin en un réseau cohérent. En quelques semaines, les postes isolés se transforment en centres interconnectés, capables de traiter des flux d'informations massifs. Les ingénieurs locaux renforcent chaque maillon, convertissant des technologies considérées comme obsolètes en outils de surveillance opérationnelle. Au même moment, l'usage de drones fabriqués localement, robustes, simples, mais parfaitement adaptés au désert, permet de cartographier en continu les mouvements ennemis. Ce socle technique donne à l'Alliance une agilité nouvelle. Le terrain est enfin lisible et le rythme opérationnel change du tout au tout. Lorsque l'attaque contre Tindiban se déclenche, tout s'active à une vitesse inattendue. Les alertes passent de 12 minutes à moins de 90 secondes. Les trois centres de renseignement fusionnent leurs données en temps réel. Les unités manœuvrent avant même que l'adversaire ne comprenne qu'il est observé. Les drones tracent les axes du désert. Les satellites régionaux actualisent les cartes. Les relais improvisés stabilisent les transmissions. L'Alliance avance avec une précision rarement vue dans la région. La bataille ne se joue pas sur la force brute, mais sur la capacité à anticiper chaque mouvement. Les pertes humaines sur Québec sont minimisées. Le dispositif ennemi se retrouve paralysé non par la puissance de feu, mais par un tempo qui lui échappe complètement. Ibrahim Traoré orchestre cette cadence, imposant une méthode fondée sur la coordination, la mobilité et l'exploitation intelligente des ressources en eau locales. Une fois la ligne ennemie enfoncée, un second phénomène apparaît. Le Sahel n'agit plus en réponse, mais en initiative. Les routes stratégiques s'ouvrent de nouveau. Les circulations commerciales paralysées depuis des années reprennent. Les incidents armés diminuent fortement dans les mois qui suivent. Le modèle de coopération interne commence à supplanter celui de la dépendance extérieure. Les infrastructures revitalisées accélèrent les interventions et dessinent une carte nouvelle de la sécurité régionale. Le message implicite se diffuse. L'autonomie n'est plus un idéal, mais une capacité concrète. Cette séquence, préparation silencieuse, activation fulgurante, transformation durable, devient la signature d'une alliance qui réécrit sa propre manière d'agir. Et derrière chaque étape, une question reste suspendue. Comment ce modèle peut-il tenir face aux pressions extérieures et aux défis internes? La scène d'ouverture de cette séquence est un simple rapport interne. Moins de 20 pertes du côté de l'Alliance au cours de l'opération de Tindiban. Le chiffre frappe immédiatement par son écart avec les interventions étrangères précédentes, dont les ratios étaient en moyenne 6 fois plus élevés. Cette différence constitue la baseline delta parfaite. Une situation initiale lourde, suivie d'un décrochage brutal grâce à une méthode nouvelle. Ce delta n'est pas un hasard. Il résulte directement d'une planification serrée et d'une réactivité accrue. Le temps d'alerte passe de 12 minutes à moins de 90 secondes. Ce simple basculement temporel change la dynamique stratégique. Une alerte plus courte réduit mécaniquement l'exposition des unités sur le terrain. La bataille ne s'est donc pas remportée seulement par l'engagement humain,
mais par la compression du temps de réaction. La vitesse devient un multiplicateur de protection. La création de 3 centres de renseignement interconnectés, là où n'existaient auparavant que des postes isolés et vulnérables. Ces centres regroupent, filtrent et redistribuent en continu les données tactiques. La centralisation accélère la prise de décision et fluidifie la coordination opérationnelle. Là où chaque pays agissait autrefois seul, le Sahel pense désormais comme un ensemble cohérent. Ces 3 mesures, pertes minimisées, alertes accélérées, centres mutualisés, constituent la colonne vertébrale d'une transformation qui dépasse largement la bataille elle-même. Ibrahim Traoré ne les présente pas comme des exploits, mais comme des preuves tangibles qu'une stratégie autonome peut produire des résultats mesurables, reproductibles et surtout soutenables. Il s'agit d'une logique entièrement tournée vers l'efficacité locale et non vers la conformité à des modèles importés. À partir de ces données, une lecture plus large s'impose. L'approche adoptée par l'Alliance du Sahel révèle un rapport différent au temps, à l'espace et à la technologie. Dans une région où les infrastructures étaient réputées trop fragiles, les pays ont démontré qu'il était possible d'assembler un système capable de rivaliser avec des dispositifs plus coûteux. La réorganisation logistique, la discipline d'exécution et la compréhension fine du terrain ont permis de réinterpréter des outils simples en les transformant en leviers de supériorité opérationnelle. Ils déconstruisent une partie du scepticisme international. Pendant longtemps, la région a été perçue comme structurellement dépendante d'aide extérieure. Les données produites à Tindibine montrent l'inverse. Elles prouvent que les solutions locales ne sont pas un pis-aller, mais un modèle capable d'optimiser l'efficacité militaire et de réduire les pertes humaines. Elles prouvent également que la souveraineté n'est pas qu'un concept politique, mais une dynamique mesurable. Les analystes qui suivent l'évolution du Sahel y voient une mutation structurelle. L'efficacité démontrée à Tindiban n'est pas un accident, mais la manifestation d'une méthode rigoureuse. Ibrahim Traoré a joué un rôle clé dans cette structuration, en privilégiant la mise en commun, la coordination et l'adaptation. La boucle était claire. Des données solides produisent une stratégie solide, et cette stratégie, à son tour, génère de nouvelles données qui renforcent la confiance interne. Comment cette architecture peut-elle résister à des tensions plus complexes et à des dynamiques géopolitiques qui dépassent les frontières du Sahel? 2 lectures opposées émergent lorsque l'on analyse la stratégie déployée à Tindibine. La première, défendue par certains analystes prudents, affirme que l'autonomie stratégique du Sahel reste fragile. Selon eux, les structures économiques des 3 pays manquent encore de profondeur pour soutenir durablement une organisation sécuritaire aussi exigeante. Ils estiment que l'absence d'appui extérieur pourrait exposer l'Alliance à des pressions diplomatiques, financières ou technologiques difficiles à absorber dans la durée. Cette position, souvent relayée dans les cercles internationaux, insiste sur le risque de surévaluer les succès récents. La seconde lecture, au contraire, met en avant la puissance de l'innovation locale comme fondement de la résilience. Les partisans de cette approche rappellent que les pays du Sahel ont su tirer parti de leurs propres ressources, non par choix idéologique, mais par nécessité tactique. Ils soulignent que les drones fabriqués localement, les technologies artisanales reconfigurées et les réseaux numériques conçus sur place ont prouvé leur efficacité dans des conditions extrêmes. Ils voient dans cette créativité une force structurelle, une capacité à adapter les solutions aux réalités du terrain, là où les modèles importés échouent souvent. Entre ces 2 visions, la réponse la plus solide se trouve dans les données mêmes de l'intervention. Les pertes humaines réduites, la synchronisation en 48 heures, et la centralisation de 3 centres de renseignement opérationnels démontrent que la méthode adoptée par l'Alliance n'est pas un simple élan ponctuel, mais une stratégie reproductible. L'approche d'Ibrahim Traoré repose sur des mécanismes concrets, mesurables et interconnectés. Rapidité des alertes, coordination régionale, infrastructures locales renforcées,
Ce ne sont pas des symboles, mais des faits observables. Ainsi, la critique de fragilité n'est pas sans fondement, car les défis économiques existent réellement. Mais l'argument inverse, celui de la capacité d'innovation et de la cohérence opérationnelle, s'appuie sur des résultats tangibles. La balance penche vers une évidence. Le modèle sahélien fonctionne parce qu'il est conçu pour son propre terrain. Une phrase a tout déclenché. Elle est cessée prononcée calmement, presque comme une évidence. Si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. À ce moment précis, le cadre stratégique du Sahel change d'échelle. Ce n'est plus une alliance de circonstances, mais une doctrine assumée. Ibrahim Traoré transforme ainsi une coalition militaire en un espace commun de décision, rompant avec des décennies de dépendance imposée ou intériorisée. L'ennemi n'est plus la seule contrainte. C'est la faiblesse structurelle d'un continent longtemps privé de ses propres outils décisionnels. La victoire de Tindibin n'est donc pas seulement une réussite tactique. Elle devient la preuve qu'une coopération pensée localement peut produire une stabilité que les modèles importés n'ont jamais su garantir. La scène est brève, mais décisive. 3 pays, 3 systèmes, un même rythme. Celui de la stratégie autonome, des technologies artisanales reconfigurées, un réseau tactique assemblé localement, une coordination qui se consolide à mesure qu'elle se met en action. C'est ce point médian, à la fois simple et massif, qui redéfinit la suite. Le Sahel ne réagit plus, il avance. Les effets de Tindibin ne se limitent pas au champ de bataille. Ils s'étendent à 4 sphères distinctes dont les transformations, parfois progressives mais profondes, redéfinissent durablement la région. En ce qui concerne État. Pour les gouvernements du Sahel, la victoire a immédiatement redessiné les priorités. La réouverture de routes commerciales longtemps impraticables a entraîné une augmentation de 22% des échanges transfrontaliers en quelques mois. Cette dynamique crée un levier budgétaire nouveau, fondé non plus sur l'aide extérieure, mais sur la fluidité retrouvée du commerce régional. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les États renforcent une logique d'autonomie administrative et logistique, gagnant en marge de décision. En ce qui concerne l'entreprise, les acteurs économiques constatent une transformation tout aussi structurante. La baisse de 68% des incidents armés dans les 6 mois suivant l'opération instaure un climat propice à la reprise. Les transporteurs traversent de nouveau les frontières, les marchés se reconstituent et les chaînes d'approvisionnement renaissent là où elles avaient été brisées. Cette stabilité encourage l'émergence d'initiatives locales et redonne aux petites entreprises un rôle moteur dans la reconstruction. Elle prouve qu'un environnement sécurisé agit comme multiplicateur économique. En ce qui concerne population. Pour les habitants, surtout dans les zones frontalières, la transformation est d'abord humaine. La guerre cesse d'être une menace quotidienne. Les enfants retournent à l'école, les familles circulent à nouveau, et les communautés retrouvent un rythme de vie qu'elles croyaient perdu. Des coopératives féminines se reforment et participent à la reconstruction locale avec une coordination inédite. La vision portée par Ibrahim Traoré, celle d'un Sahel capable de se défendre lui-même, se traduit ici par une réappropriation concrète du quotidien et une confiance retrouvée. En ce qui concerne région à l'échelle régionale, le changement est tout aussi profond. Le Sahel n'est plus perçu comme une zone donc dépendante des puissances extérieures. La création de 3 centres de renseignement interconnectés met fin à des décennies de fragmentation et consolide la coopération sud-sud. Les pays voisins observent cette réorganisation comme un précédent stratégique. L'idée qu'une région longtemps considérée comme vulnérable peut produire ses propres solutions. Ce renversement modifie la lecture géopolitique et installe l'Alliance du Sahel comme acteur régional à part entière. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent pour l'Alliance du Sahel. Elles ne reposent pas sur des anticipations abstraites, mais sur les dynamiques déjà enclenchées à Tindibin, sur la cohérence institutionnelle amorcée et sur la capacité des 3 États
à maintenir le rythme établi sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. 1. Scénario de base. Consolidation sous contrôle. Dans cette trajectoire, l'Alliance poursuit ce qu'elle a commencé. Stabiliser les frontières, maintenir la coordination entre les 3 centres de renseignement et consolider les infrastructures, revitalisées après Tindy Bin. Les échanges commerciaux continuent d'augmenter, mais à un rythme modéré, tandis que les incidents armés se stabilisent autour d'un niveau maîtrisé. Les États investissent dans le maintien des réseaux locaux plutôt que dans une expansion rapide. Ce scénario repose sur une continuité politique interne raisonnable et une pression internationale contenue. 2. Scénario optimiste. Modèle régional émergent. Dans la version ascendante, l'Alliance du Sahel devient un exemple continental. La baisse de la violence se poursuit. Les routes commerciales s'élargissent et les coopérations sud-sud se renforcent. Les jeunes officiers, formés dans un cadre plus structuré, accélèrent les réformes administratives et logistiques. Les marchés régionaux s'intègrent et la doctrine « penser ensemble pour agir ensemble » mise en avant par Ibrahim Traoré inspire d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. La région pourrait alors embrasser une dynamique économique bien plus forte que prévu. 3. Scénario pessimiste. Fragmentation sous pression. A contrario, si les tensions internes s'intensifient, si la situation économique se dégrade ou si les pressions internationales augmentent, l'alliance pourrait se fissurer. Les coopérations mutuelles ralentiraient, les centres de renseignement perdraient en synchronisation et les frontières resserrées rouvriraient la voie aux incidents armés. Une crise de confiance fragiliserait les acquis et raviverait les logiques de dépendance extérieure. Même dans cette configuration, toutefois, l'expérience de Tindy Bin resterait un précédent structurant pour d'autres acteurs africains. Quel que soit le scénario, la clé analytique consiste à observer non seulement les événements visibles, mais la cohérence des structures que les États du Sahel cherchent à bâtir. Car dans cette cohérence se joue la stabilité réelle. Ce qui s'est joué à Tindy Bin ne relève pas uniquement de la stratégie ou des tableaux d'état-major. Cette transformation touche des personnes concrètes, et c'est sous cet angle que son impact devient réellement visible. 3 groupes, chacun avec ses attentes et ses craintes, perçoivent ce changement à leur manière. Groupe A, ceux qui vivent à l'incertitude quotidienne. Pour les habitants des régions frontalières, l'intervention marque une rupture intime. Les trajets redeviennent possibles. Les écoles reprennent vie, et les villages cessent de se préparer chaque nuit à l'imprévu. Ce n'est pas seulement un regain de sécurité, c'est un retour progressif à la normalité. Cette normalité qui semblait inatteignable depuis des années. Leur horizon s'élargit à nouveau. Groupe B. Ceux qui cherchent un cadre pour agir. Beaucoup de jeunes, longtemps freinés par l'instabilité, voient dans la coordination du Sahel une invitation à rester, à contribuer, à construire. L'idée qu'une région puisse s'organiser par elle-même nourrit un sentiment d'appartenance, presque une fierté retrouvée. Pour eux, le changement n'est pas théorique, il devient une possibilité d'avenir. Groupe C. Ceux qui observent et veulent comprendre d'autres, chercheurs, analystes, décideurs, y voient un laboratoire politique et social. Le Sahel ne se lit plus comme un simple terrain de crise, mais comme un espace où l'ingéniosité locale peut produire des modèles alternatifs. Ils cherchent à saisir ce qui rend cette dynamique possible et, peut-être, transposable ailleurs. À chacun de ces groupes, une même question se pose. Comment transformer ce moment en trajectoire durable ? Une première réponse consiste à regarder ce qui a déjà fonctionné, puis à soutenir ce qui en amplifie les effets. Pour que l'élan né à Tindy Bin se transforme en trajectoire durable, il ne suffit pas de célébrer la victoire, il faut l'organiser. Une feuille de route en plusieurs étapes s'impose, chacune dotée d'un acteur précis, d'un objectif clair et d'un moyen de vérification. C'est cette structuration, soutenue par la vision d'Ibrahim Traoré, qui peut ancrer la souveraineté dans la durée.
1. Institutionnaliser l'unité régionale. Qui? Les gouvernements des 3 pays. Faire quoi? Consolider les structures communes de décision et créer un cadre de gouvernance intégré. Quand? Dans les 6 prochains mois. Mesure. Capacité des centres de renseignement à produire des directives conjointes et à coordonner les réponses. 2. Industrialiser l'autonomie. Qui? Ingénieurs, ministère sectoriel, unités, techniques. Faire quoi? Développer localement les technologies essentielles. Drones robustes, systèmes de communication, infrastructures énergétiques. Quand? Sur 12 mois, par cycle trimestriel. Mesure. Taux de production locale et réduction de la dépendance aux importations stratégiques. 3. Former par la pratique. Qui? Jeunes officiers militaires et civils. Faire quoi? Suivre des programmes conjoints en gestion des données, défense moderne et coordination régionale. Quand? Dès le prochain trimestre. Mesure. Nombre d'équipes mixtes opérationnelles et réactivité améliorée sur le terrain. 4. Ancrer la transparence. Qui? Institutions publiques des 3 pays. Faire quoi? Publier régulièrement les statistiques de sécurité, dépenses publiques et progrès des initiatives communes. Quand? Publication mensuelle. Mesure. Accès public aux données et taux d'adhésion communautaire. Ce n'est qu'en alignant ces étapes, unité, autonomie, formation et transparence, que le Sahel pourra transformer une victoire tactique en projet durable. Lorsque l'on revient à Tindibine, ce ne sont plus seulement les opérations, les chiffres ou les stratégies qui s'imposent à l'esprit. C'est la silhouette de ce bâtisseur évoqué plus tôt, celui qui voyait dans chaque relais artisanal, chaque drone robuste et chaque carte improvisée, une pièce d'un puzzle plus vaste. Ibrahim Traoré n'a pas façonné une victoire éclatante. Il a façonné un cadre où 3 nations ont pu penser et agir ensemble. Là où le doute dominait depuis des décennies, dans les villages frontaliers, les habitants reconstruisent leurs marchés, repeignent les murs, rassemblent les enfants autour d'écoles redevenues vivantes. Dans les centres de coordination, les équipes mixtes poursuivent un travail silencieux, convaincus que la souveraineté ne se décrète pas mais s'entretient. Et sur les routes rouvertes, les commerçants avancent avec ce mélange rare de prudence et d'espérance. Le motif revient, comme un fil discret. Ce sont les gestes minuscules qui transforment les horizons. Ce sont eux qui donnent un sens à la méthode et qui rappellent que la victoire de Tindibine dépasse la bataille elle-même. Elle marque la naissance d'une cohérence nouvelle. Et cette cohérence change tout. Ce qui s'est passé à Tindibine dépasse le cadre d'une opération militaire. C'est une histoire de reconstruction, de résilience et de coopération, portée par des communautés qui ont choisi de reprendre la main sur leur avenir. Dans les villages, dans les familles, dans les centres de coordination, chacun participe à façonner un Sahel plus stable, plus autonome, plus uni. Et cette dynamique, aussi discrète soit-elle, ne peut durer que si elle trouve un écho au-delà du désert. Vous qui suivez cette évolution, vous qui cherchez à comprendre ce qui se joue réellement dans cette région souvent mal racontée, vous avez un rôle à jouer. Un rôle simple, partager, discuter, ouvrir l'espace du dialogue, valoriser les initiatives locales, amplifier les voix qui travaillent au quotidien pour maintenir cette cohérence fragile mais essentielle. L'histoire du Sahel n'avance pas seule. Elle avance avec ceux qui prennent le temps de la regarder, de la comprendre et de la transmettre.